Bonjour Joseph, bienvenue à nouveau, parce qu'on t'avait déjà reçu dans une émission Scoot en Bourse. Bienvenue donc à nouveau sur notre webinaire, sur notre chaîne YouTube, hein, pour ceux qui vont regarder la rediffusion. Je le rappelle, tu es le PDG fondateur de Goodvest. Donc une application qui permet d'investir de façon socialement responsable. Je te laisse te représenter pour ceux qui n'ont pas eu la chance de voir la précédente interview et de nous dire un petit peu en bref ce que c'est que Goodvest. Et après, on regardera la présentation que tu nous as préparée. Bien sûr, avec plaisir. Merci beaucoup Marc-Antoine pour l'organisation et pour l'invitation. Donc effectivement, je suis le cofondateur de Goodvest. Pour mon parcours, j'ai démarré par des études en business à Lausanne, à l'école hôtelière de Lausanne. Et ensuite, j'ai poursuivi avec un master en entrepreneuriat à Polytechnique HEC à Paris. Et j'ai créé Goodvest à la suite de ces études-là. Et donc, je suis aussi accompagné aujourd'hui, on va se partager la présentation avec Mathieu Silva Santos, bonjour Mathieu, Bonjour à toutes et à tous. euh, Bonjour qui, Mathieu. euh, qui est en charge de la clientèle privée et qui avant de rejoindre Goodvest, était banquier privé chez Natixis où il gérait donc pour des clients environ 300 millions d'euros. Et donc chez Goodvest, hein, s'occupe de la clientèle privée, également de la gestion. Donc voilà. Très bien, impeccable. Alors juste Goodvest, donc c'est une application mobile, c'est ça? C'est ce Alors, qu'on on est pourrait. une application web, hein, D'accord, application web et aussi application web mobile, d'accord. mais c'est une application web avant tout. D'accord. Et donc, si je dis pas de bêtises, c'est ce qu'on appelle un robot advisor, c'est ça? Donc, c'est un système qui va permettre d'investir sans trop se poser de questions. C'est tout automatisé. C'est très intuitif, c'est ça? Alors, on pourrait comparer Goodvest effectivement à RoboAdvisor. Alors, la différence qu'on a avec les principaux RoboAdvisors, c'est qu'on a vraiment cette dimension d'investissement socialement responsable qu'on va détailler, hein, pendant la présentation, qui est extrêmement forte chez nous et qui a la possibilité, hein, voilà, de choisir cette thématique. Et très souvent, quand on parle de RoboAdvisor, on parle d'intelligence artificielle et de robots, en fait, hein. Voilà, chez Goodvest, on a fait un énorme travail avec notre partenaire, notamment Carbon 4 Finance, d'analyse des fonds, de screening, de sélection, puis de construction des portefeuilles. Donc, il faut savoir que c'est bien fait par des humains chez Goodvest. Mais effectivement, si on parle uniquement de la dimension digitale et de construction d'allocations sur mesure et personnalisée, on pourrait se comparer à un RoboAdvisor, effectivement. D'accord, ok, super. Alors aujourd'hui, tu vas nous parler de comment on peut combiner en fait des investissements bas carbone, ce que les gens recherchent de plus en plus finalement. Il y a une grande prise de conscience au niveau des investisseurs sur l'impact que peuvent avoir leurs investissements sur l'environnement et sur l'aspect social, mais aussi sur l'aspect environnemental. Et bien sûr, quand on parle d'investissement, on cherche aussi de la performance. Donc tu vas nous expliquer comment on peut combiner les deux. Oui, exactement. Super. Je te laisse présenter et si j'ai des questions, je te le dirai. Fantastique. On va commencer par un point rapide, un petit débrief qui est l'impact environnemental de l'épargne aujourd'hui. Il faut savoir qu'aujourd'hui, l'épargne a de l'impact, il est massivement investi dans les énergies fossiles. Et aujourd'hui, les principaux acteurs bancaires continuent, voilà, malheureusement, d'investir massivement dans les énergies fossiles. Hein. Pour faire un rapide rappel, depuis l'accord de Paris, il y a environ 2700 milliards d'euros qui ont été investis par les banques dans les énergies fossiles. Donc, c'est une somme considérable. Et aujourd'hui, les investissements dans les énergies fossiles restent bien supérieurs aux investissements dans les énergies renouvelables. Donc, pour les banques françaises, pour chaque euro qui est investi en faveur des énergies renouvelables, on a plus de 8 euros qui vont être investis dans les énergies fossiles. Donc, D'accord. même si on parle beaucoup, qu'il y a beaucoup d'efforts de communication de la part des banques sur les dimensions environnementales, il reste du boulot dans le concret pour que ces banques puissent vraiment entamer leur transition écologique. Un autre point important, c'est l'impact environnemental de l'épargne d'un Français. Pour une épargne de 25 000 euros, qui est la moyenne, hein, de l'épargne financière en France, tout âge confondu, ça représente 11 tonnes de CO2 par an. Alors 11 tonnes de CO2 par an, ça ne va pas parler à tout le monde. C'est un chiffre qui n'est pas forcément concret pour tout le monde. Donc ça représente environ 10 vols Paris-New York en avion. Et c'est plus que la consommation directe en termes d'impact carbone d'un Français. Donc, l'empreinte carbone de l'épargne des investissements d'un Français représente plus que sa consommation alimentaire, transport, etc.
C'est impressionnant. 10 vols Paris-New York, on ne se rend pas compte, mais c'est impressionnant, hein. Ouais, parce qu'aujourd'hui, malheureusement, cette épargne hein, est investie massivement dans les secteurs néfastes et dans les énergies fossiles. Aujourd'hui, malheureusement, dans l'épargne, il y a très peu d'efforts qui est fait en général pour analyser les supports d'investissement sur les dimensions extra-financières. Donc, c'est un chiffre qui est une découverte hein, pour la majorité des Françaises et des Français. Pourquoi ce chiffre est une découverte? Parce qu'aujourd'hui, il y a une trop forte opacité et un manque de transparence euh, euh, voilà, dans les différents acteurs bancaires, dans les différentes solutions d'investissement. En réalité, si je vous pose la question, est-ce que vous savez concrètement ce que finance vos livrets, ce que finance votre assurance vie? Euh, il y a très peu de personnes voilà, qui vont le savoir et qui, même si ces personnes souhaitent se renseigner et demandent des comptes à leurs banquiers, à leurs conseillers, rarement ils vont avoir un retour concret en termes de secteurs qui vont être exclus, par exemple. Ouais. Et malgré cela, hein, on a aujourd'hui, et heureusement, une majorité des Français, hein, donc selon le dernier sondage Opinionway, c'est plus de 66% des Français qui souhaitent, qui refusent en fait que leur épargne finance les énergies fossiles. Donc c'est quand même 2 tiers des Français. Et malheureusement, aujourd'hui, l'immense majorité de l'épargne va être investie en partie dans les énergies fossiles. Donc, si je résume, c'est exactement ce que moi je lis un petit peu partout, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une volonté de la part des épargnants, mais ça reste qu'une volonté en concret. Il n'y a rien qui a vraiment énormément changé ces dernières années. C'est Un petit peu, exactement, mais c'est exactement pas, ça. pas à la hauteur de ce que ça devrait être. C'est exactement ça. Il y a des changements et on va revenir rapidement dessus, mais malheureusement, ces changements sont loin d'être suffisants. Donc, comme je le disais, la majorité hein, des épargnants, 62% pour être exact, veulent investir de manière durable. Toujours est-il que l'épargne aujourd'hui, quand on parle de trajectoire de réchauffement climatique, on parle de réchauffement climatique qui sera entraîné par les entreprises des portefeuilles. Aujourd'hui, un portefeuille moyen va avoir une trajectoire de réchauffement climatique par rapport à l'ère pré-industrielle qui est de plus 4 degrés. Pour faire un rapide rappel là-dessus, aujourd'hui, à l'heure actuelle, par rapport à l'ère pré-industrielle, on est à un réchauffement climatique d'environ 1,2, 1,3 degrés selon les études. L'objectif de l'accord de Paris, c'est 1,5 degré et au maximum 2 degrés à ne pas dépasser. Et donc aujourd'hui, voilà, un portefeuille d'épargne d'investissement moyen va être plutôt sur une trajectoire de 4 degrés. Ouais, donc, si on ne change rien et qu'on laisse les choses telles qu'elles sont actuellement, on est très loin des objectifs des accords Tout à de fait. Paris. À la fois que ce soit les citoyens, les entreprises ou les gouvernements. Pour le coup, tout le monde est un petit peu en retard sur le sujet et c'est assez grave. Euh, et effectivement, hein, tu le disais, la réglementation évolue et elle va devoir évoluer, la finance va devoir évoluer. Il y a quand même des décisions qui ont été prises qui sont certes trop lointaines et pas suffisantes, mais il y a déjà des actions, hein, par exemple la Commission européenne qui va interdire de vendre des voitures thermiques en 2035. Forcément, ça va avoir des incidences sur les acteurs, les entreprises qui n'ont pas entamé cette transition écologique, elles vont Bien être sûr. pénalisées sur le long terme. Et c'est pour ça qu'on va revenir là-dessus dans un second temps sur la performance. Le fait d'avoir un portefeuille responsable, ça permet de le protéger, notamment contre les changements qui vont venir avec cette transition écologique qu'on va devoir faire. Donc, effectivement, la finance, on a l'impression qu'elle se verdit. En fait, elle se verdit lentement et pas toujours avec transparence. Il y a pas mal de problèmes qui peuvent être soulignés. Je vais prendre l'exemple du label ISR. C'est le principal label hein, en France qui a été créé maintenant il y a plus de 7 ans par l'État. Aujourd'hui, on a des fonds labellisés ISR qui vont avoir comme première composition des sociétés qui sont très impliquées dans les énergies fossiles, dans certains cas. Donc, le label ISR ne va pas suffisamment loin, les labels ne vont pas suffisamment loin. C'est un label d'ailleurs qui a besoin d'être modernisé, hein. Il va être complètement modifié, il y a beaucoup de résolutions qui ont été prises en ce sens. Et je vais donner un deuxième exemple pour être bien concret. Aujourd'hui, sur l'ensemble des fonds qui sont présents sur le marché français, on a moins de 0,2% des fonds qui sont compatibles avec l'accord de Paris, hein, selon la dernière étude des Échos qui est sortie en novembre. Donc il y a extrêmement peu de fonds compatibles avec l'accord de Paris, même parmi les fonds ISR, il y en a en final très peu qui sont compatibles avec l'accord de Paris. Ah, d'accord. Pourtant, le label ISR, effectivement, c'est quelque chose de neutre, de gouvernemental. Je pensais que voilà, que c'était quand même
un gage de garantie, mais c'est pas encore suffisant, ce que tu dis. C'est pas suffisant. Il y a des labels qui vont plus loin, comme le label Greenfin. Alors voilà, il peut être critiqué parce que c'est un label qui va également exclure le nucléaire, et on sait que le nucléaire peut être considéré comme une énergie de transition. Il y a des labels qui vont aussi assez loin sur la solidarité, comme le label Finansol, qui est assez intéressant. Et pour le coup, le label ISR est assez simple à obtenir et a des critères d'obtention qui sont assez bas, en fait, en fin de compte, hein. D'accord. Bon. Donc c'est pour cette raison-là qu'on a créé Goodvest. Goodvest, c'est la première solution d'épargne alignée sur l'accord de Paris. On va détailler un peu ce que ça veut dire après. Pour juste rapidement présenter Goodvest, on est une entreprise à mission, on est en cours de labellisation B Corp. Alors ça, Euh, c'est intéressant, je te coupe ce que tu dis, vous êtes une entreprise à mission, c'est intéressant parce que j'ai déjà fait des sujets là-dessus. Danone était l'une des premières entreprises à obtenir ce statut d'entreprise à mission et vous l'avez obtenu aussi. Ouais, effectivement, on est une entreprise à mission depuis le début et on est même en cours de labellisation B Corp, hein, qui est une autre certification plus internationale qui repose sur pas mal de critères. Et donc ça, c'est un point très fort et très important également. Félicitations. Bah, merci beaucoup. D'ailleurs, pour continuer dans ce sens-là, on a été élu également FinTech à Impact de l'année 2021 par Finance Innovation et on fait partie du Futur 40, qui sont les 40 startups les plus prometteuses de Station F. Excellent. Donc continuons. Donc Goodvest, on propose la première enveloppe d'assurance vie, hein, qui est compatible avec l'accord de Paris. Tous nos portefeuilles sont alignés avec un maximum de trajectoire de réchauffement climatique de 2 degrés. En pratique, ces portefeuilles ont une trajectoire actuellement en moyenne de 1,8 degré et on tend vers un objectif, hein, de les diminuer à 1,5 degré, qui est l'objectif initial de l'accord de Paris. Mais on respecte une trajectoire toujours de maximum 2 degrés versus 4 degrés pour des solutions d'épargne traditionnelles. Alors, je vais vous expliquer après en détail comment est-ce qu'on a fait ça. Concrètement, on est aussi engagé en excluant des secteurs. On exclut l'extraction et la production d'énergie fossile. On exclut le tabac, on exclut l'armement, le divertissement pour adultes ou les entreprises qui violent le pacte des Nations Unies. Et enfin, effectivement, on privilégie toujours des fonds qui sont labellisés et qui sont article 9 SFDR. Même si, voilà, comme je vous le disais, on ne s'appuie pas du tout uniquement sur le label, uniquement sur les labels, ni uniquement sur la réglementation SFDR, hein, qui, à nos yeux, ne va pas suffisamment loin. Hmm. On a aussi pour objectif d'apporter un grand niveau de transparence. Aujourd'hui, donc, les clients peuvent consulter en temps direct, hein, en temps réel, la température de réchauffement climatique de leur portefeuille. Ils ont bien sûr accès à la liste des fonds et sur demande, on leur transparise totalement la liste des entreprises des portefeuilles. Donc, ça leur permet d'avoir un niveau de transparence total qui aujourd'hui, hein, est quasiment, enfin, est très rare, voire inexistant sur le marché, sur les questions environnementales. On permet aujourd'hui, hein, de construire des portefeuilles sur mesure, comme je le disais. Comment ça fonctionne concrètement? Ça, on va revenir, Mathieu va revenir là-dessus un peu plus tard, hein, mais c'est de la gestion pilotée. On permet à nos épargnants, en fait, hein, de choisir leur thème d'investissement. Donc, on a le thème transition écologique qui est présent par défaut, le thème emploi et solidarité, technologie responsable, accès à l'eau, santé et pays émergents qui sont présents dans nos portefeuilles. Je vais rapidement revenir du coup sur comment est-ce qu'on fait des portefeuilles compatibles avec l'accord de Paris. Aujourd'hui, pour construire des portefeuilles compatibles avec l'accord de Paris, on étudie avec Carbone 4 Finance, hein, qui est notre partenaire, qui était co-créé par Jean-Marc Jancovici. On étudie l'empreinte carbone des entreprises sur les 3 scopes d'émissions de CO2. Alors, qu'est-ce que ça veut dire les 3 scopes? Ça a l'air complexe comme ça. En fait, on va catégoriser les émissions de CO2 des entreprises en partant du scope 1, qui est les émissions directes, jusqu'au scope 3, qui sont les émissions indirectes, liées par exemple aux émissions du fournisseur, donc en amont, ou bien en aval, les émissions de l'utilisateur final, qui va être par exemple pour une voiture, le conducteur. Donc on comprend bien que pour les entreprises dans les énergies fossiles, ou bien pour des constructeurs automobiles, la majorité des émissions de CO2 résultent en fait des émissions indirectes, c'est-à-dire de la personne qui va conduire, de l'automobiliste, hein, qui va conduire sa voiture et émettre du CO2, plutôt que juste la construction du véhicule, qui en soi peut être polluante, mais beaucoup moins que son utilisation. Et pareil pour l'extraction d'énergie fossile, c'est bien l'utilisation au final qui émet le fait de la consommer, plutôt que uniquement l'extraire. J'ai une question pour les sociétés d'extraction de produits fossiles, mais je pense qu'on la gardera à la fin. Je vais te Ouais. laisser, continuer ta présentation.
Ça marche avec plaisir. Bah, justement, maintenant, je vais laisser la parole à Mathieu, qui va vous expliquer quel est l'intérêt de la gestion pilotée et ce que ça nous permet également de faire en termes de. C'est grâce à la gestion pilotée qu'on arrive à construire des portefeuilles compatibles avec la carte de Paris. Donc, je vais laisser Mathieu maintenant développer ce point. Avec plaisir. Bonjour à toutes et à tous. Comme l'a indiqué Joseph, hein, du coup, donc Goodvest est un outil de gestion 100% piloté. Hein, donc nous, on pilote vraiment en totalité la gestion de votre portefeuille, du portefeuille, dans la mesure où on fait signer en fait un mandat d'arbitrage à nos clients dès la souscription. Donc, on s'occupe, nous, de réaliser les différentes opérations à l'intérieur du portefeuille. Quand je parle de différentes opérations, ça va être soit d'adapter nos portefeuilles en fait à la configuration de marché, chose par exemple qu'on a fait en début d'année pour s'adapter à toutes ces variables qu'on a commencé à prendre en compte, autant autour de l'inflation, autour du conflit entre l'Ukraine et la Russie. Et également, en fait, ça nous permet d'affiner notre sélection de fonds d'investissement. Quand je dis affiner, c'est qu'aujourd'hui, notre travail, c'est également d'analyser fréquemment les fonds d'investissement qui sont sur le marché. Joseph l'a très bien dit tout à l'heure, on a 0,2% des fonds d'investissement qui sont alignés sur l'accord de Paris. Aujourd'hui, il existe à peu près peu ou prou 60 000 fonds d'investissement. Ça en fait à peu près 250-300. Notre objectif, c'est de quand même trouver les fonds les plus vertueux et justement de les intégrer dans nos différents portefeuilles. Donc c'est par ce biais-là justement qu'on pilote la gestion selon un profil de risque prédéterminé, comme l'a indiqué Joseph, du plus sécurisé au plus dynamique. Donc entre le sécurisé et l'audacieux, on a 5 profils de risque avec comme variable d'ajustement l'exposition en action. D'accord. Alors, c'est intéressant parce que souvent, il n'y a que 3 catégories il n'y a que 3 profils de risque en général. Quand on va dans sa banque, c'est soit prudent, modéré, risqué. Là, vous avez 5, donc ça permet d'être un petit peu plus précis finalement. Comment vous le déterminez? C'est sur la base d'un questionnaire? C'est sur la base de... Comment ça fonctionne? J'allais y venir justement. Effectivement, en fait, on a vraiment dans le parcours de souscription, on va poser énormément de questions. On va poser quelques questions, en tout cas, à nos clients, tant sur leurs besoins d'investissement, sur leur horizon de placement, sur leur appétence à prendre du risque, sur leur connaissance des marchés financiers. Et à partir de ça, à partir de toutes ces réponses, on va déterminer un profil adéquat, justement, qui va correspondre à la situation. C'est notre préconisation, libre à notre client, au client de modifier son profil de risque, soit en amont de la souscription, soit après. C'est quelque chose qui est possible, de modifier le parcours, le profil investisseur. Et donc, comme je disais, avec une variable d'ajustement qui va être l'exposition en action, étant donné qu'aujourd'hui, le principal moteur de performance de nos portefeuilles, ça reste les actions. Donc, c'est ça qui va déterminer, qui va jouer le rôle de variable d'ajustement entre les différents profils. Et donc, ça, comme vous le savez, avec un risque supplémentaire, qui dit risque supplémentaire, dit potentiel pour le coût de rendement supplémentaire. Comme j'ai tendance à le dire, plus on a de temps devant soi, plus on peut se permettre de prendre du risque. C'est ce qu'on dit justement à nos clients les plus jeunes, et c'est pour ça qu'en fait on prend également en compte l'âge dans notre process. Plus la personne est âgée, plus il va être amené à avoir un profil plus prudent. Forcément, si on prend en compte, si on regarde l'espérance de vie, une personne qui a 70-75 ans, peut-être qu'elle a un horizon moins long-termiste qu'une personne qui a 18 ans. C'est normal. C'est pour ça que quand on a 18 ans, on peut se permettre d'aller sur un profil très dynamique. Si on a 10, 15, 20 ans devant soi, si on regarde la bourse sur 10, 15, 20 ans, de toute façon, c'est positif. Donc, effectivement, plus on est jeune, commencez à épargner le plus tôt possible et justement sur les marchés financiers. Moi, je regrette d'avoir commencé un peu trop tard. J'ai commencé activement à 33 ans, mais j'aurais préféré commencer plutôt à 23 ans. C'est également pour ça qu'on a créé Goodvest, et ça fait bien le lien avec la slide suivante. On a vraiment une volonté de démocratiser l'investissement. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de sociétés qui se créent autour de cette idée, démocratiser l'investissement. Nous, on veut ajouter quelque chose après l'investissement, c'est démocratiser l'investissement responsable. Et c'est pour ça qu'on a un minimum d'investissement aujourd'hui qui est assez faible. On est à partir de 500 euros, et on a même une offre pour les moins de 26 ans à partir de 300 euros. Donc là, si ça ne pousse pas justement à investir dès le plus jeune âge, on peut aujourd'hui mettre 300 euros de côté avec des versements de 50 euros continuellement, de manière à se forcer un petit peu à épargner, à faire un peu d'épargne forcée, et également à lisser son point d'entrée et miser en fait tout simplement sur la régularité qui est très important en investissement. Donc au niveau des frais, le constat qu'on avait fait également, c'est qu'aujourd'hui, il y a
surtout en assurance vie, on travaille nous au travers de l'assurance vie, il y a beaucoup d'accumulation de frais, hein, et facialement, les clients ne connaissent pas la totalité de leurs frais, ne connaissent pas la totalité de leur facture à la fin de l'année. Chez Goodvest, nous, on a fait le choix de décomposer l'ensemble de nos frais en amont de la souscription. C'est-à-dire, avant de souscrire, le client connaît tous les frais qui vont être imputés sur la valorisation de son contrat, que ce soit les frais directs ou indirects, hein, donc que ce soit les frais qui vont faire l'objet d'un décaissement ou non. Je m'explique, ça va être à la fois donc, les frais de gestion Goodvest, les frais de gestion de l'assureur, hein, les frais de gestion administrative, mais également les frais des fonds sous-jacents, donc les frais des fonds d'investissement. Et quand on sait que parfois ça peut monter jusqu'à 2 voire 3%, et que les clients ne le savent pas parce que ça ne fait pas l'objet d'un décaissement de leur part. Oui, parce qu'en fait, je l'explique pour l'audience, hein, quand vous avez investi dans un fonds, un ETF, n'importe quel type de fonds, le frais, en fait, il est dans le prix de la part, en fait. Donc, vous ne le voyez pas. Vous achetez une part à 10, vous la revendez à 12, vous ne savez pas que vous avez payé 2% de frais dans le… Absolument. Absolument. C'est vraiment, ça va juste venir impacter la valorisation de la ligne. Alors, il y a une volonté de transparence, hein, de plus en plus. Moi, je le voyais précédemment au niveau bancaire, sur tout ce qui est compte-titre PEA. Il y a de la transparence qui a été apportée par la réglementation européenne. En assurance vie, ce n'est pas encore ça. Et c'est toujours très compliqué entre les frais d'entrée, les frais de sortie, les frais des unités de compte, les frais du fonds en euros. On s'y perd. Nous, chez Goodvest, c'est très simple, hein. On le décompose en 3 postes, comme je le disais. Et ça aussi aux alentours de 1,7-1,9% en moyenne. Quand chez des établissements plus traditionnels, on peut monter même jusqu'à 4%. Je vois qu'il y a marqué 3,5%. On a même vu des cas de clients qui sont venus chez nous où si on mettait bout à bout tous les frais, on montait jusqu'à 4%. Donc voilà, c'est le choix qu'on a voulu faire chez Goodvest parce que mine de rien, ces frais-là, ils vont impacter la performance. Donc nous, on se veut une épargne compétitive et être une épargne compétitive, ça passe par le choix des valeurs, mais également par les frais qui sont prélevés. Effectivement, entièrement d'accord. Voilà. On voit moins les frais quand on vit des périodes de marché comme ces 2 dernières années où les marchés sont très très fortement à la hausse. Maintenant, quand ils sont en baisse ou quand ils sont, on va dire, moins performants, tout de suite les frais, ça ampute fortement la performance. Ah mais totalement, totalement. Et donc, en parlant de la performance, nous, justement, on considère que l'investissement responsable aujourd'hui est un moteur de performance et on l'a vu sur les précédentes années, hein. Pour nous, c'est investir dans des projets justement résilients, dans des entreprises qui répondent aujourd'hui, hein, aux grands enjeux environnementaux et sociaux actuels, qui sont prêtes pour le monde de demain. Et en fait, tout simplement, comme le disait Joseph, et je rejoins entièrement Joseph à ce niveau-là, c'est que le monde va changer dans les prochaines années et ce sont des entreprises qui vont sortir du lot et qui vont attirer les investisseurs. Donc aujourd'hui, même si on peut avoir des secousses à court terme, on le sait très bien, en investissement, il faut avoir une vision long-termiste. Et nous, on est convaincus par cette exposition-là. Et il convient en tout cas d'avoir une part de son patrimoine financier investi sur des valeurs socialement responsables, parce qu'aujourd'hui, ça va être un moteur de performance. Et le graphique le montre très bien, hein, sur l'année 2020 et 2021. Alors l'année 2021, qui a été une année record sur les marchés financiers, on l'a bien vu que justement, ça le prouve dans nos mandats, pardon, les valeurs socialement responsables ont été un moteur de performance. 2020 encore plus, qui a été une année très compliquée, hein, où les économies ont fermé, où certaines valeurs ont été complètement délaissées par les investisseurs. On a vu que justement l'investissement socialement responsable, lui, est sorti gagnant de cette année 2020. Et quand on voit que certains marchés, comme le marché français, le marché européen, a fini négatif, que les marchés mondiaux ont fini peu ou prou stable, voire légèrement négatif, nous, on voit que les mandats, justement, sur l'année 2020, ont complètement surperformé de environ 4% jusqu'à quasiment 15% pour le profil dynamique. Non, c'est sûr. De toute façon, la crise du Covid est un très bon exemple parce que les critères d'épargne ESG, l'un des critères, en tout cas, que je donne toujours comme exemple, c'est les réseaux d'approvisionnement et de distribution courts. Donc, c'est-à-dire, on va privilégier les entreprises qui, dans un rayon de 100 ou 200 km, s'approvisionnent et vendent leurs marchandises. Effectivement, quand on avait le lockdown où on ne pouvait pas aller s'approvisionner en Chine, les seules entreprises qui continuaient à avoir une certaine activité, c'est celles qui s'approvisionnaient et qui distribuaient localement. Exactement. Ouais, complètement d'accord. Et un autre constat qu'on a fait également, et ça c'est la petite phrase justement en bas de cette slide, hein, on s'est basé sur une méta-analyse de l'université d'Oxford, hein, qui montrait que justement dans 80% des études examinées, intégrer des pratiques de durabilité
avait une influence justement positive sur la rentabilité des investissements et tout simplement améliorer le rendement des investissements. Et là, sur les précédentes années, on l'a vu, on peut même aller encore plus loin si on compare des indices mondiaux tenant compte de critères ESG à des indices mondiaux classiques. Si on regarde même depuis 2008, l'écart de performance s'est complètement creusé et on voit bien que justement les entreprises qui intègrent aujourd'hui des critères ESG dans leur gouvernance surperforment largement le marché. Et aujourd'hui, si on compare depuis 2008, je crois que l'écart de performance, il est quasiment de 30% en cumulé. Donc sur 14 ans, ça fait du 2% de plus annualisé quasiment. Donc c'est pas négligeable. C'est pas négligeable. Et vraiment, on insiste sur le fait qu'en plus de ça, c'est quand même des entreprises résilientes. Toute proportion gardée, là, depuis le début de l'année, effectivement, c'est une autre histoire. Mais là, c'est plutôt des éléments macroéconomiques qui viennent influencer ce type de valeur-là. Mais quand on voit que l'économie a totalement été fermée en 2020, on voit que les valeurs qui ont le plus résisté, ce sont ce type de valeurs. Voilà. Effectivement. Et enfin, comme je disais, donc du coup, ça c'est vraiment annexe. Sur la partie épargne, nous on travaille avec Generali, qui est un des premiers assureurs européens. Donc nous, c'est une garantie supplémentaire pour nos clients dans la mesure où c'est vraiment une relation tripartite, à la fois Goodvest qui intervient en tant que gérant, le souscripteur, et en plus de ça, Generali, l'assureur qui intervient en tant que dépositaire des fonds. Donc, c'est vraiment une garantie complémentaire. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, l'assurance vie reste en fait le placement préféré des Français. Voilà. Excellent. Juste rapidement présenter l'équipe. On est aujourd'hui, donc on est basé à Paris. On est une équipe de 12 personnes. Donc vous avez pu rencontrer Mathieu. Et si jamais vous avez des questions et que vous contactez notre équipe, ça pourrait être Mathieu, Alban ou bien Tristan. Qui vous répondra avec plaisir. On est également accompagné de mentors et de partenaires, parmi lesquels il y a Jean-Marc Jancovici, Catherine Son-Traoré, Thibaut Gérardi ou bien Antonio Céleste. Et enfin, si vous avez besoin d'avoir des avis sur Goodvest, n'hésitez pas à consulter notre Trustpilot. Ça vous permettra d'avoir les avis de certains de nos clients. Voilà, nous on a fait un peu le tour et d'ailleurs on a même une petite surprise Marc-Antoine pour les personnes qui ont assisté au webinaire ou qui le reverront en replay. On a même ajouté un petit code promo Scout qui offre 3 mois chez Goodvest. Et bien sûr, nos conseillers sont disponibles sur rendez-vous par chat si besoin. Super, écoute, merci au nom de toute l'audience. N'oubliez pas, donc Scout, si vous inscrivez sur Goodvest, vous avez 3 mois offerts. Vraiment super, très appréciable en tout cas. Donc j'avais juste une question, c'est un peu une question piège, entre guillemets, pas piège, mais qui fait débat. J'adore les questions pièges, écoute, donc let's go. Tu parlais des entreprises qui font de l'extraction d'énergie fossile. Et c'est vrai qu'on peut se dire, on n'investit pas du tout là-dedans. Maintenant, j'ai une approche, moi, un peu mitigée avec Total Energy. Par exemple, Total Energy, on sait, c'est un groupe pétrolier, mais ils ont une énorme volonté d'ici, je crois que c'est 2025, de massivement en fait transformer leur activité sur les énergies renouvelables. Donc quiz, qu'est-ce qu'on fait quand on est face à une entreprise comme ça? Est-ce qu'on se dit j'investis quand même parce que l'investissement c'est quand même la spéculation, c'est quand même anticiper le futur, ou est-ce que j'attends que ce soit effectif? Comment on réagit dans ce genre de cas? Alors, Total Energies, il y a beaucoup pour prendre l'exemple de Total Energies, il y a beaucoup de communication qui est faite de la part de Total sur le sujet. Si on regarde de manière scientifique dans les faits, il n'y a vraiment pas grand-chose qui est fait aujourd'hui. Il y a quelques projets, bien sûr, qui sont annoncés. Aujourd'hui, il y a toujours de nouveaux projets massifs d'extraction d'énergie fossile qui sont lancés par Total. Donc, c'est aussi beaucoup de communication et je suis désolé de le dire, il peut y avoir, dans certains cas, un peu de greenwashing qui est fait par Total. D'accord. Il suffit de regarder les enquêtes qui ont été faites sur le sujet Total par pas mal d'ONG sur le sujet. Donc, Total Energies, c'est un certain changement de nom. Aujourd'hui, c'est 99,5% de production d'énergie fossile sur l'énergie qui est produite Total. Donc voilà, pour répondre à cette question précisément sur Total. Après, sur la question d'accompagner les entreprises sur leur transition, je suis tout à fait d'accord. C'est ce qu'on fait chez Goodvest. Quand on prend en compte les émissions de CO2, les entreprises, on prend en compte les efforts qui ont été faits sur les 5 dernières années pour vérifier que ce n'est pas uniquement des promesses dans le vent. Mais on regarde également les actions et les plans d'action qui ont été mis en place sur ces entreprises dans les prochaines années. C'est le travail qu'on fait justement avec Carbon 4 Finance.
D'accord, excellent. Bah, écoute, c'est une réponse très claire, en tout cas très précise. Un grand merci. Moi, j'ai pas d'autres questions. C'était juste la petite question de la fin que je t'avais gardée parce je voulais pas couper ta présentation. Un grand merci en tout cas d'être venu. La rediffusion sera disponible dans 1 heure, je pense, sur YouTube. Et au plaisir, si vous avez à nouveau une présentation ou des choses à nous apprendre, on est toujours très, très, très enthousiaste à l'idée de vous recevoir sur notre chaîne YouTube. Super, bah merci Merci beaucoup. beaucoup. Et enfin, donc, si des personnes ont des questions, n'hésitez pas à nous envoyer un mail ou à nous contacter via notre site internet sur le chat. On y répondra avec grand plaisir. D'ailleurs, voilà, les gens ont l'habitude de poser des commentaires enfin, des questions en commentaire de la vidéo. Vous pouvez le faire, bien sûr, mais effectivement, contactez directement les équipes de On Goodvest. pourra répondre aussi en Oui, y a commentaire pas si de- on y les a pas voit, de on y problème. répondra avec plaisir. Ok, super. Un grand merci, bonne soirée à tous et à très Merci, bonne bientôt. soirée. Au Merci, revoir. à très bientôt. Au revoir.